Bonjour et bienvenue. Les villes sont un relais local essentiel pour l'application des politiques publiques de transition énergétique mises en œuvre par les États. Elles sont aussi, grâce à leurs compétences, des acteurs à part entière. En effet, leur proximité avec les acteurs des territoires, citoyens, société civile, monde économique, leur donne une très forte capacité d'action. Leur action a été reconnue en 2015 dans l'accord de Paris sur le climat. Il s'agit à présent de renforcer leur capacité d'action, notamment en leur donnant les moyens financiers pour agir, nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles formes de croissance urbaine moins émissives. Dans cette session, nous reviendrons sur les phénomènes d'urbanisation et leur impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nous aborderons ensuite les stratégies et outils que les villes peuvent mettre en œuvre pour limiter leur empreinte carbone. Et nous prendrons l'exemple de la ville de Johannesburg. Enfin, nous évoquerons ensuite les enjeux du financement des villes pour accompagner la transition écologique et énergétique. L'urbanisation est un phénomène central dans l'évolution démographique du monde, au nord comme au sud. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes, alors qu'au début du siècle, elle n'était que de 45%. En 2030, 70% de la population sera urbaine. Mais phénomène nouveau, ce sont principalement les villes des pays émergents, en développement, qui concentreront la majorité de cette croissance urbaine à l'horizon 2030. À titre d'illustration, les villes en développement comptent chaque mois 5 millions de nouveaux citadins. 95% de la croissance urbaine se fera dans les villes du Sud à l'horizon 2050. Et cette croissance se fera principalement dans des villes moyennes, c'est-à-dire des villes de 1 à 5 millions d'habitants. Si les zones urbaines abritent actuellement la moitié de la population mondiale, elles génèrent environ 80% de l'activité économique et 70% de la consommation d'énergie. C'est sur les territoires urbains que sont générés près de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Corollairement à cette croissance urbaine, on observe une baisse de la densité urbaine. Sous l'effet de la croissance économique, les villes en développement attirent de nouveaux urbains qui viennent y trouver emploi, services de santé, éducation. Cependant, l'absence de planification urbaine et de politique foncière adéquate pour accueillir ces nouveaux habitants génère une urbanisation non contrôlée, favorisant un desserrement des zones urbaines sur des fonciers en grande périphérie des villes. L'exemple de la ville de Johannesburg, illustré dans ces cartographies, est très parlant. Depuis 1977, la superficie de la métropole a été multipliée par 4. Sur la même période, sa population n'a été multipliée que par 2,5. Dans d'autres grands pays émergents, la perte de densité urbaine est aussi un phénomène observé, que les politiques publiques d'aménagement ne parviennent pas à endiguer. À titre d'exemple, en Chine, malgré une politique de développement urbain très proactive, les villes chinoises ont perdu 25% de leur densité depuis 10 ans. Cependant, en quoi la perte de densité urbaine est un facteur d'émission de gaz à effet de serre? La figure 3 compare les modèles urbains de deux villes de même taille, Atlanta et Barcelone. Barcelone est une ville compacte, 5,3 millions d'habitants sur une surface de 162 km². Grâce à des transports en commun et une politique urbaine remarquable, les émissions sont de 0,7 tonnes de CO2 par habitant. A contrario, Atlanta, aux États-Unis, est une ville pavillonnaire diffuse. Elle est 26 fois plus étendue pour la même population et ses émissions sont 10 fois plus importantes. Cet exemple montre la relation évidente entre morphologie urbaine des villes et émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment les villes peuvent construire des stratégies de planification et disposer des outils appropriés pour limiter leur empreinte climat? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Pour limiter leur empreinte climat, les villes peuvent agir au travers de leurs politiques publiques. Notamment, différents secteurs urbains émissifs sont directement sous leurs compétences. Les transports publics et la mobilité urbaine, par le développement des modes doux notamment, la rénovation énergétique dans les bâtiments publics et dans l'habitat, la gestion des déchets au travers de l'organisation du recyclage et de la valorisation énergétique. Les villes disposent de différents outils de planification climat. Ces outils constituent un cadre d'engagement pour le territoire. Ils permettent l'élaboration de diagnostics de territoire et de profils d'émissions carbone, puis la mise en œuvre d'un plan d'action pour réduire les émissions. Parmi les principales méthodes existantes,
Nous pouvons citer par exemple le plan climat-énergie-territoire développé par l'ADEME. Sa valeur ajoutée essentielle porte sur la robustesse des outils de comptabilisation des gaz à effet de serre, la prise en compte conjointe des problématiques d'adaptation et d'atténuation, et la construction d'un plan d'action via des ateliers de concertation. Mais les villes peuvent aller plus loin, notamment en intégrant dès l'origine des projets urbains la question des émissions carbone comme facteur d'aide à la décision. À ce titre, le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a élaboré des outils permettant de comparer les émissions de gaz à effet de serre générées ou évitées par différents scénarios d'aménagement par rapport à la situation actuelle du territoire. Ces outils d'aide à la décision s'utilisent en amont des phases d'élaboration du projet d'aménagement pour différentes échelles de territoire. Prenons à présent un exemple concret d'une action majeure résultant d'une stratégie climat avec la ville de Johannesburg. Nous avons vu précédemment la forte croissance urbaine et non contrôlée de Johannesburg depuis plusieurs décennies. Cette extension urbaine, non planifiée, accentuée par les politiques de ségrégation sociale lors de l'apartheid, a entraîné un éclatement des fonctions urbaines sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le graphique numéro 5 montre la répartition des distances domicile-travail dans 4 grandes villes mondiales. À Johannesburg, 83% des emplois sont situés à plus de 2 km des lieux de résidence, alors que dans d'autres villes comme New York, Copenhague ou Londres, ce ratio est largement inférieur à 30%. Pour y remédier, avec l'aide d'un financement de l'Agence française de développement, la ville a engagé un travail de planification et de redensification urbaine issu de sa stratégie climat autour de quelques territoires prioritaires de développement. L'objectif de la ville à long terme est de rapprocher les emplois de la métropole des axes de transport en densifiant la ville, limitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Si l'accord de Paris sur le climat a permis la reconnaissance du rôle des villes dans la lutte contre le changement climatique, l'enjeu des prochaines années est de permettre aux villes de disposer des moyens de financement pour leur action. En effet, pour accompagner ces défis urbains, les enjeux du financement des infrastructures des villes sont gigantesques. D'après une étude menée par l'Alliance financière pour les villes et le climat, dont l'Agence française de développement est l'un des membres, les besoins en infrastructures urbaines sobres en carbone et résilientes s'élèvent à environ 5 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030, pour rester sur un scénario à 2 degrés d'augmentation de la température d'ici à 2100. Les grands bailleurs internationaux ont fait un effort d'augmentation et de suivi de leur financement dirigé vers des projets à co-bénéfice climatique. Mais cette réorientation des fonds reste insuffisante par rapport aux enjeux. Pour permettre aux villes de trouver les ressources nécessaires au financement de ces infrastructures, 3 conditions majeures doivent être remplies. Première condition, il s'agit d'aider les collectivités locales à améliorer leurs finances municipales, à mobiliser au maximum leur capacité d'investissement en augmentant leurs revenus fiscaux, les recettes de services publics et les transferts financiers de l'État. C'est à cette condition que leur accès à l'emprunt sera facilité. Deuxième condition, appuyer les étapes de préinvestissement pour pallier le manque de moyens financiers et de compétences techniques des collectivités locales du Sud, nécessaires à la traduction des stratégies climat locales en investissements concrets. La troisième condition est l'implication des États. Le passage à l'échelle, nécessaire pour répondre aux besoins immenses en matière d'infrastructures urbaines, ne pourra se faire sans l'implication forte des États, qui doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales climatiques en faveur des villes, en particulier pour les villes de taille intermédiaire. Pour aller plus loin, plusieurs sources bibliographiques fournissent de nombreuses informations et chiffres sur les enjeux urbains. Le département des affaires économiques des Nations Unies a publié en 2014 le World Urbanization Prospect, qui donne un grand nombre d'informations sur l'évolution et les enjeux urbains de demain. Les rapports annuels de la New Climate Economy comportent des chapitres dédiés aux villes. Le World Resource Institute, au travers du Ross Center, publie de nombreux travaux portant sur l'action climatique des villes. L'IDRI dispose d'un programme baptisé La Fabrique urbaine
et publie des articles de recherche sur les mécanismes de la transition vers des villes durables. L'ADEME a publié en 2015 une étude intitulée « Méthodes et démarches de planification territoriale, benchmark international », comparant les avantages et les inconvénients des principaux outils de planification climat. Enfin, les outils GES-SCOT, GES-PLU et GES-OPAM, permettant de comparer les émissions de gaz à effet de serre selon les scénarios, sont disponibles sur le site internet du CEREMA.